Ils étaient 2400 il y a 10 ans, ils sont plus de 4600 cette année, près de 2 fois plus d'élèves handicapés, inscrits malgré tout en milieu ordinaire. Parmi eux, des enfants autistes qui ont besoin d'être accompagnés en classe par un autre adulte que leur enseignant. Ce matin, le nouveau recteur Velayudom Marimoutou était à Saint-Joseph où il a visité une ULIS, une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Il s'est aussi rendu dans des classes externalisées de l'Institut médico-social Raphaël Babet sur le site de l'école Le Neveu dans le quartier de Cayenne. Et le 2 avril, samedi donc, ce sera la journée mondiale de l'autisme. Tous les enfants concernés peuvent-ils suivre une scolarité normale, entre guillemets? Les moyens déployés sont-ils à la hauteur des besoins? Pourquoi est-ce que les élèves autistes progressent plus vite finalement dans un milieu classique que dans une structure spécialisée? C'est dans l'actu sur Réunion Première. Réunion Première, Philippe Dornier. Et vos questions au 02 62 99 2000, par SMS également au 06 92 608 335. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux, la page Facebook, c'est dans l'actu, et le hashtag CD. La première pour Twitter. 3 invités avec nous ce midi pour parler de cette question délicate de l'autisme et de l'école. Nathalie Fauché, la présidente de l'association Autisme Réunion. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Lorette-Stepler, qui est président de l'association Enfants Autistes 974, le nouvel écolier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même professeur de sciences physiques. Voilà. Et puis Maximin Astourne du rectorat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes inspecteur de l'éducation nationale et conseiller du recteur justement sur cette question d'adaptation scolaire et de handicap. Alors le recteur était sur le terrain ce matin pour montrer que l'académie prend très au sérieux cette question du handicap et de l'école. Nathalie Fauché, est-ce que vous avez l'impression que le rectorat fait le maximum ? Écoutez, moi, je suis présidente d'Autisme Réunion depuis 1991, donc j'ai bien vu l'évolution donc de l'accompagnement scolaire donc des enfants autistes. Pour moi, sincèrement, il y a une évolution. Après, il y a beaucoup à faire. Je pense qu'on en reparlera. Une évolution, il faut la qualifier. Elle est rapide, elle est lente, elle est satisfaisante. C'est une évolution qui est lente. Voilà, parce que quand on parle de l'autisme, chaque situation, c'est une situation bien précise. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Donc c'est ça qui complique la chose, c'est la complexité de l'autisme. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai bien vu l'évolution, mais elle reste lente pour le moment. Et comment vous l'expliquez ? Je pense qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on a sorti de très jolis textes, la loi du 11 février 2005, etc. La loi sur le handicap. Hein. Voilà, la loi sur le handicap, excusez-moi, c'est la déformation professionnelle. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le mettre en musique, donc cette loi. Donc on a mis cette loi en place. L'enfant a le droit d'avoir sa scolarité dans l'école du quartier, mais... Voilà, c'est ce que dit la loi. Hein. Voilà, mais en amont... Qu'est-ce qu'on a fait pour sensibiliser l'école qui va accompagner cet enfant? Qu'est-ce qu'on a mis en place donc comme encadrement spécialisé? Tout ça, c'est très flou et c'est pas précisé dans cette loi. Et c'est là où justement ça pêche, justement parce que cet enfant il est scolarisé, il est dans un milieu scolaire normal, mais dans le périphérique, on n'y a pas pensé. Ce déplacement du recteur, Emmanuel Lorette-Stepler, qu'est-ce qu'il vous inspire à vous? Est-ce que ça vous donne de l'espoir? Ah bah oui, j'espère bien. Je suis convaincu que on va justement augmenter cette vitesse-là. On va essayer de. Il y a plein de choses qui se font, donc le recteur n'est pas aveugle. Je veux dire, il voit bien tout ce qui se met en place au niveau des associations de parents. Mais en même temps, vous partagez le constat de Nathalie Fauché. Alors voilà, notre association est moins vieille que celle de Nathalie Fauché, et plus récente, on va dire. Mais effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire, et il y a beaucoup de choses qui sont aussi en expérimentation et qui sont positives. D'accord. Les choses progressent grâce à qui ? Aux associations de parents, dans un premier temps, qui permettent de faire des remontées, qui sont sur le terrain. Qui permet d'expliquer voilà comment on voudrait que ça fonctionne, voilà ce qu'on a vu, ce qui se fait à l'étranger dans d'autres pays, qui essayent des choses et qui montrent que ça fonctionne. Évolution lente, la charrue mise avant les bœufs. Alors c'est pas forcément la faute du recteur, parce qu'il y a eu cette loi et effectivement, comme dit Madame Fauché, il faut la mettre en musique. Mais vous avez quelque chose à répondre, j'imagine, Maximin Astourne, vous qui représentez le rectorat, qui êtes le spécialiste au rectorat à l'académie de ces questions de handicap. Pourquoi finalement, est-ce que c'est vrai que ça avance lentement et pourquoi ? Si vous voulez, déjà, pour préciser par rapport aux deux présidents d'association, le côté positif du partenariat du rectorat avec l'ensemble des associations. Et je pense que ça fait partie de cette collaboration et du côté bien-être des enfants qui vont être scolarisés. Parce qu'il n'y a pas que l'accueil, il y a la scolarisation. Et puis, ce que dit Madame Fauché, effectivement, c'est
peut-être, c'est vrai qu'on a le temps de l'éducation nationale et le temps des parents et le temps des élèves. Et du coup, chacun se dit, moi, j'aimerais que ça aille plus vite. Au niveau éducation nationale, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place depuis, même avant la loi 2005. Mais en même temps, il y a encore des choses à faire, heureusement. Heureusement, il y a beaucoup de choses encore à faire. Et apprendre de l'étranger, apprendre des associations partenaires. Mais en même temps, vous l'avez signalé, 2400 élèves à 4500, plus ceux qui sont en établissement spécialisé scolarisé. C'est l'évolution sur 10 ans des enfants en situation de handicap et qui sont en milieu ordinaire. Hein. En milieu ordinaire, c'est-à-dire qu'ils sont dans une scolarité, soit en dispositif, soit en scolarisation individuelle. Et ça ne s'est pas fait aussi facilement non plus. Et effectivement, il y a les AESH qu'on appelle les accompagnants d'élèves en situation de handicap qui ont permis beaucoup sur cette inclusion. Mais la difficulté qu'on a, c'est que l'autisme, et Nathalie Fauché l'a précisé, et je crois que Emmanuel aurait pu le dire aussi, c'est que c'est vraiment des troubles du comportement qui posent le plus de problèmes au niveau de l'éducation nationale. Et malgré ça, on a beaucoup d'enseignants, quoi qu'on en dise, qui font du boulot, qui essayent de bien faire. Hein. Et ces accompagnants, c'est un peu le reproche de ces parents, c'est que ces accompagnants aujourd'hui n'ont pas de qualification parce que c'est pas prévu dans les textes. Mais bientôt, avec le diplôme d'État, alors je l'ai écrit, d'accompagnant éducatif et social, il y a une option inclusion scolaire avec une spécialisation soit sur l'autisme, soit sur la LSF ou autre. Je pense que on verra beaucoup plus clair et on aura beaucoup plus de facilité à inclure ces enfants qui, normalement, vous l'avez dit, ont leur place au sein du milieu scolaire, ordinaire, entre guillemets, et qu'il n'y a que comme ça qu'ils vont progresser en tant qu'enfants et en tant qu'élèves. Alors, vous avez balayé un champ très large, mais c'est toujours le cas. Quand on parle de l'autisme, on parle des enfants et on parle aussi de ceux qui les accompagnent, qui eux aussi ont des attentes, hein, parce qu'on sait que ce sont des gens souvent en situation précaire et qui demandent à être intégrés plus spécifiquement. On a un premier appel au 02 62 99 2000. Laurent qui nous appelle de Saint-Denis. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Réunion Première. Oui, voilà, voilà, vous parlez de l'autisme. Moi, je voulais parler aussi d'autres handicap. Oui, vous pouvez. Hein, c'est vrai alors on a des spécialistes de l'autisme ici, mais voilà, on vous écoute bien sûr. Sur l'autisme, il y a un gros souci au niveau pour les autres handicaps. Tout ce qui dit les personnes portées de handicap, on a un gros souci d'intégration. Et je pense qu'il faut vraiment travailler sur le rectorat et les associations. Alors quel souci particulier Allô? Quel souci particulier vous rencontrez? De la ressource. Pour les personnes sourdes. Centre de la ressource. Ça fait 1 an que les gamins ils devaient rentrer dans le collège. Et il y a un souci avec l'autorisation du rectorat. Cette autorisation qui est donnée par M. Atoun. Après, je ne sais pas quelles sont les raisons. Et là, on attend. Peut-être ça va se débloquer cette année. Et voilà, je veux savoir, M. Aston, où ça en est par rapport à ça. Je ne comprends pas, là, la radio, il dit des choses. Mais il faut que ça avance. Il ne faut pas attendre, faut pas attendre que le gamin, 1 an, ils ont perdu, ils devaient intégrer par rapport à ça. Il y a combien, ça concerne combien d'enfants, Laurent? Attends, il y a beaucoup de problèmes d'AVS. Et on ne forme pas, il y a beaucoup de gens qui attendent des AVS et ça traîne. Alors les AVS, ce sont les assistants de vie scolaire qui accompagnent ces enfants. On va laisser à Maxime Astourne le temps de répondre. Laurent, merci de votre appel. Merci. Bonjour Laurent, quelques petite précision, c'est que les enfants de la ressource sont des élèves ou des enfants qui sont en établissement spécialisé et qui ont une notification de la CDAPH et qui ne relèvent pas CDAPH, c'est la commission départementale d'autonomie des personnes handicapées et qui ne relèvent pas directement de l'éducation nationale pure. Parce que là-bas, il y a des profs avec des examens particuliers. Mais là, visiblement, il est question d'une bascule vers les collèges. Non, là, c'est-à-dire que si j'ai bien compris ce que vous demandiez, c'est il y a la ressource comme les autres institutions essaient de faire ce qu'on appelle les groupes externalisés, c'est-à-dire de déplacer les enfants, entre guillemets, à l'expression, de l'institution en les mettant hors les murs dans une école, un collège ou un lycée. Alors, c'est pas moi qui donne l'autorisation, parce que c'est les collectivités. Hein. C'est les collectivités, c'est soit le maire, soit la présidente du conseil départemental ou le président du conseil général, en partenariat avec les chefs d'établissement. Des fois, je sais qu'il y a des endroits où nous, on fait tout pour que ça se passe avec des conventions, on les aide, mais par contre, à des moments, il n'y a pas assez de locaux disponibles au vu des effectifs des collèges ou lycées, voire des écoles. Voilà.
Merci pour cette réponse à Laurent, Monsieur Astourne. On a un autre appel, c'est Frédéric qui nous appelle de Saint-Paul. Frédéric au féminin, bonjour. Non, c'est Frédéric masculin. Ah, masculin, on me l'a écrit au féminin, je suis désolé. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Monsieur Dormier, bonjour Monsieur Astourne, bonjour Monsieur Laurette Stéphane. Stepler, Laurette Stepler et Madame Fauché. Bonjour Madame Fauché. Bonjour. En fin de compte, ma réaction c'est envers les représentants associatifs. Parce qu'en fin de compte, c'est très très bien, franchement. Je me présente, c'est Frédéric Dorla du collectif Citoyen Handicap. Monsieur Astourne me connaît très très bien parce que en plusieurs fois, on s'est déjà rencontrés lors de nos manifestations. Et peut-être même dans ce studio, puisqu'on avait fait une émission ensemble, si je me souviens bien. Tout à fait. Déjà, là, j'ai même demandé un nouveau entretien avec le nouveau recteur, dont j'attends toujours un retour. Une petite précision, entre parenthèses. Maintenant, je ferme ma parenthèse. En fait, ma réaction, c'est pour les représentants des associations, parce que moi je dis, franchement, sur le terrain, même M. Astourne il peut dire ce que moi je dis, on voit vraiment des progrès. Ça, c'est sûr. Moi, franchement, on voit vraiment des progrès. Mais le problème, jour d'aujourd'hui, actuel, maintenant, c'est niveau à l'embauche. C'est-à-dire on est aujourd'hui vers des entreprises privées comme publiques qui n'atteignent pas ce taux de 6% à l'embauche. D'accord, vous parlez de l'inclusion professionnelle, là, du coup. Parce que moi, jour d'aujourd'hui, comme madame, parce qu'il me semblait qu'il y a quelqu'un qui est venu dessus pour la loi 2005, mais dedans aussi, il y a l'intégration à l'entreprise. Parce que c'est très très bien pour envoyer les élèves à l'école, mais après, parce que moi je connais un jeune, il a 21 ans, il a fait ses études, il est autiste, ne vous inquiétez pas, il est autiste, il a 21 ans, au jour d'aujourd'hui, il est ingénieur. Pour vous dire, dans sa classe, ils étaient 5 élèves. Sur 5 élèves, 2 est parti en métropole pour leur travail, avancer 2 fois plus, 2 a pu trouver un travail à La Réunion. Il reste que lui pour chercher un boulot. Il m'a dit, franchement, c'est galère, jour d'aujourd'hui. Une fois, il a pu avoir une entreprise, en sachant que dans son secteur, il reste le seul, entre parenthèses encore, il est le seul. Il s'est dit comme ça, ok, pas de souci, il pourra avoir son boulot par derrière. Et lors qu'il a fini son entretien, ils ont dit comme ça, écoutez, monsieur, dans une semaine, on va vous contacter. Une semaine après, vu qu'il n'y avait plus de nouvelles, il a joué un petit peu ses relations. Ils ont dit, écoute, il y a longtemps qu'ils ont déjà recruté une personne à sa place. Moi, je vous dis, une personne à sa place. Et c'était un haut département. Alors Frédéric, merci. On a bien compris votre message. On peut pas vous garder plus longtemps avec nous parce qu'on a nos invités qui sont là, mais c'est un cas très concret. Alors. C'est vrai que c'est pas totalement hors sujet, puisque quand on parle de l'intégration des élèves à l'école, il faut penser à la suite, Nathalie Fauché. Si vous permettez, je répondrai à ce monsieur. Donc, Frédéric Dorla, donc, voilà, d'une association. Monsieur Dorla. Alors, il se trouve que nous avons été confrontés à Autisme Réunion à ces situations. Et en effet, après la scolarité, c'est-à-dire après 16 ans, et surtout pour les autistes de haut niveau, les jeunes Asperger, on se dit qu'est-ce qui se passe. Alors les jeunes Asperger, c'est donc ce sont des autistes de haut niveau, un peu comme Rainman pour ceux qui ont vu le film. Et aussi, on va accueillir nous Autisme Réunion la semaine prochaine. Je passe tout de suite pour vous dire qu'il y a donc Joseph Chauvanec qui va venir et qui va faire fureur justement parce que c'est un autiste de haut niveau. Pour répondre à votre question, donc nous sommes à PSU, nous les associations de parents, que c'était un peu les oubliés. Voilà, ces gens qui sont intelligents et qui sont performants dans certains domaines, pas dans d'autres, voilà. Donc vous me parlez d'ingénieur, moi ça me choque pas du tout. Moi je connais quelqu'un qui est aussi docteur en philosophie et qui est au chômage, voilà, pour vous répondre. Donc au niveau de la Réunion, on a quand même pris la situation à bras le corps au niveau des associations de parents et nous avons donc créé, donc il faut savoir, donc ce monsieur, il pourra pas tout seul se débrouiller parce que il a sûrement des problèmes au niveau des aptitudes sociales. Donc aujourd'hui, à la Réunion, il y a donc des coachs formés à l'autisme qui s'occupent donc de l'insertion professionnelle des jeunes autistes, des autistes de haut niveau.
Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Et on a donc des personnes qui viennent, suivies par 4 coachs. Donc c'est l'ALEFPA qui porte ce projet. Ça s'appelle le Social Job Coaching pour les TSA, les troubles du spectre autistique. Et aujourd'hui, nous avons 17 jeunes qui sont suivis en entreprise normale. Donc 47 entreprises adhèrent à ce projet. Et donc ce que je vais laisser les coordonnées donc du Social Job Coaching à Philippe Dornier par la suite, et vous pourrez récupérer cela. Vous pouvez les donner. Je les ai pas, vous les avez pas là. Je les ai pas là. J'ai pas pensé du tout à ce type de questions. Mais en tout cas, vous pourrez vous rapprocher donc de Monsieur Dornier, qui vous donnera les coordonnées donc du Social Job Sinon, on donne Coaching. le numéro de votre association et puis vous faites ce sera plus direct peut-être. Bon, alors donc si vous appelez le 02 62 23 86 83, vous appelez le standard d'autisme Réunion et 23 on vous donne 86 83. Et donc on vous donnera donc les coordonnées de cette personne qui s'occupe donc des autistes de haut niveau sur le département. Et aujourd'hui, nous venons de signer avec ces autistes de haut niveau 4 CDI en entreprise. Voilà. De votre côté, Emmanuel Laurette Stepler, avec votre association, vous formez les accompagnements d'élèves en situation de handicap, les AESH. Comment vous les formez ? Alors, on les forme. Bon, déjà, on a fait une formation effectivement avec Monsieur Astourne. 2 formations, pardon. Donc avec le rectorat. Avec le rectorat, voilà, c'est pas nous tout seuls, évidemment. Comment on les forme ? En fait, une personne de métropole, une professionnelle dans l'analyse appliquée du comportement, ce sont les méthodes comportementales, elle vient et en fait, lors des formations, on essaye de donner des outils très pratiques à ces personnes, aux personnes qui vont accompagner les enfants autistes, pour qu'elles puissent appliquer très concrètement certaines petites astuces. Bon, évidemment, c'est pas suffisant. Il faut un accompagnement sur le terrain en permanence avec des éducateurs spécialisés, qu'on se charge de former aussi, toujours avec cette même personne, pour qu'il y ait vraiment un suivi, pour qu'on puisse débloquer des fois des situations qui peuvent être débloquées très rapidement. Mais si on n'a pas la compétence, même avec toute la bonne volonté, on n'y arrive pas. Donc voilà, en gros, les formations ont pour but de donner les grandes lignes de l'autisme et surtout un côté très pratique, très pragmatique. Comment je fonctionne avec l'enfant, comment je dois l'observer, parce que c'est pas du tout intuitif de travailler avec un enfant autiste. Oui, c'est ça que j'allais vous dire, c'est compliqué. Oui. Le repérage est difficile. Quand vous dites le repérage, le diagnostic... Alors, le diagnostic, il se fait maintenant bien par le CRIA, mais c'est après, qu'est-ce qu'on fait ? Par le CRIA, pardon, le Centre de ressources autisme qui a Saint-Leu. Mais une fois que le diagnostic est posé, c'est là que les problèmes commencent. D'accord, il est autiste, mais comment on fonctionne avec lui ? Sachant que un enfant autiste n'aura pas le même comportement qu'un autre enfant autiste. Il y a une forme d'autisme par enfant, j'ai presque envie de dire. Et donc, voilà, c'est très compliqué. Je fais un petit exemple très concret. On avait avec notre fils, mon fils est autiste évidemment, je ne l'ai pas dit en début d'émission, beaucoup de problèmes de comportement, alors que ça se passait bien, le travail se faisait bien. Et grâce aux échanges qu'on a pu avoir avec l'AVS, parce que les parents sont aussi une grande source de renseignements, on a vite compris qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose de bien, l'AVS lui caressait les cheveux. Alors l'AVS, je rappelle, c'est l'assistante de vie scolaire. La personne qui accompagne dans la classe. Dès qu'elle le félicitait en lui caressant les cheveux, ça posait problème parce qu'il ne supporte pas qu'on lui caresse les cheveux. Des petits trucs tout bêtes. Vous voyez, comment se repérer dans le temps. Ils ont du mal à se repérer dans le temps. Un système de récompense, des objets qui peuvent perturber. Il est dans la classe, le trousseau de clés de la maîtresse lui plaît, il a décidé que ce serait ce trousseau de clés qu'il fallait qu'il ait, et donc ça peut perturber la séance parce qu'à un moment donné, il n'a pas accès à ce trousseau de clés. Donc il y a toute une histoire de stratégie à mettre en place pour essayer d'amener l'enfant à sa tâche, résoudre les problèmes de comportement, et tout ça s'apprend dans ces formations. L'information ne suffit plus, il faut vraiment de la formation très concrète. 02 62 99 2000, c'est dans l'actu ce matin sur la scolarisation des enfants autistes. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. Et Georges-Marie de Saint-Denis nous attend au standard. Bonjour. Bonjour Philippe Dornier, bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Moi je suis référent sport handicap à la ville de Saint-Denis, donc je m'intéresse à l'autisme, je m'intéresse à votre émission, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec la tête de Badamier. D'accord. Georges-Marie, on peut donner votre nom, non ? Si vous voulez. Et Georges-Marie Nakoulivala qui est bien connu sur Saint-Denis et ailleurs. Donc moi je regrette un petit peu parce que comme on parle de l'éducation nationale, moi justement dans cette tête-là, j'ai remarqué pendant l'année que j'étais, si on veut aider un enfant, donc il y a quand même, Monsieur Laurette Stepler vient de dire qu'il y a quand même un suivi qui doit être fait de façon directe. Donc moi personnellement j'étais un peu agacé de travailler parce que
Le professeur qui était en place a été donc en formation, et durant sa formation, les enfants autistes ont vu au moins 4 instituts. Donc, est-ce que c'est une bonne chose pour un enfant si on veut l'apprendre à rentrer un petit peu dans ce que je vais dire dans la norme, entre parenthèses, et bien, quand je faisais mon cours d'activité physique et sportive, ben, j'étais un peu malheureux de voir que des enfants que j'avais auparavant qui étaient comment dirais-je, dans la lignée de ce qu'on avait mis en place comme projet pour eux, et que bon, quand l'institut titulaire de son poste n'étant pas là, ça fout un peu on met un peu la pagaille pour ces enfants-là. Donc c'est un petit peu ce que j'ai remarqué. Donc je voulais parler à M. Asconi. Est-ce que l'éducation nationale, justement pour aider ces enfants, ne peut pas laisser un institut qui est en place pendant quelques années pour bien suivre l'évolution de ces enfants? Parce que moi j'ai un enfant que j'avais en CLIS de Candidazema qui s'appelle Clément, que j'ai suivi en étant accompagné par les éducateurs spécialisés au CESAD de Vavasseur. Je peux vous dire, ce garçon, il a grandi vraiment très vite et dans la lignée de ce qu'il voulait faire. Et pour moi, c'était une expérience très intéressante. Donc voilà, je voulais demander à M. Aston s'il n'y a pas de possibilité de mettre en place, bien sûr, dans ce qu'il peut faire pour que la personne qui suit ces jeunes-là depuis le départ, parce que je ne vous dis pas l'exemple que j'avais, un jeune professeur qui débarque de l'école normale et qui a cette classe-là, je ne vous dis pas qu'il a craqué le jeune. Merci, j'allais dire d'un coup parce que tout le monde vous connaît sous ce pseudo. Merci Georges-Marie à la réponse de Maxime Astourne. Merci pour cette question. Je crois que l'Ulysse-TED des Badamiers, c'est bien un dispositif en partenariat. C'est pas comme une Ulysse de toutes les Ulysses de l'Académie, qui sont, je rappelle, au nombre de 119. C'est une Ulysse-TED en partenariat avec l'ARS, et pour laquelle il y a une subvention ou des subventions pour qu'il y ait des éducateurs, des thérapeutes du soin en même temps. C'est-à-dire que ce qu'on disait lors du 10e anniversaire de Madame Dessol, c'était justement faire que les soins, le côté thérapeutique, y soit. Alors par contre, concernant l'enseignant, il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle au sein de l'Académie et au niveau de la métropole, une chose qui s'appelle le mouvement. C'est-à-dire que comme on n'avait personne qui demandait cette Ulysse-TED, on a trouvé quelqu'un qui voulait se former. Donc on a fait le pari. Il fallait à tout prix qu'il y aille, et c'est de l'alternance. Donc pendant, en gros, 6 mois, il était là de façon perlée, 6 mois non. Mais on a fait le pari parce que sinon, on n'aurait eu personne. Après, il est arrivé, et puis ceux qui remplaçaient, si vraiment il y avait des congés de maladie, on ne pouvait pas faire autrement. Aujourd'hui, on a fait le pari d'envoyer quelqu'un en stage, et depuis, il y est, depuis 2-3 ans, il est à temps plein. Mais après, il peut aussi demander autre poste, et là, on ne peut pas obliger quelqu'un à prendre un poste. Au 06 92 608 335, on a Yannick qui nous dit « J'habite Mafat, aucune structure n'est mise en place ici, aucun aménagement pour les enfants handicapés, sans aucun encadrement. Pourquoi personne ne s'occupe du secteur Mafat ?» Est-ce que vous avez des remontées là-dessus, justement, Nathalie Fauché ? J'ai eu des situations au niveau de Mafat, mais c'est vrai que géographiquement parlant, c'est compliqué. Hein. Donc après, on a aidé un parent une fois, en Skype, comme on dit, pour pouvoir vraiment l'accompagner dans le quotidien de l'enfant. Mais je n'ai pas eu beaucoup de situations en tant qu'association au niveau de Mafat. Mais c'est vrai que c'est le parent pauvre, quoi. Emmanuel Stepler, je rappelle que vous êtes le président de l'association Le Nouvel Écolier. C'est ça, oui, non, pareil. Nous, en plus, on s'occupe essentiellement des jeunes enfants, donc ça restreint encore le nombre de candidats potentiels, entre guillemets. Non, effectivement, déjà qu'on a du mal à monter des structures dans le Nord, effectivement, Mafat est le parent pauvre. La seule solution, c'est éventuellement des visioconférences par Skype, mais c'est pas le meilleur outil, ou de partir de Mafat. Maxime Aston, c'est une fatalité, ça ? Je sais pas, mais géographiquement, c'est compliqué. Mais par contre, il faut savoir que Mafat, on a quand même eu la possibilité de créer un poste pérenne d'AESH et qui habite sur Mafat, parce qu'au lieu de prendre des contrats aidés, comme on a aussi la possibilité. Puis la deuxième chose, je crois que ils n'ont pas plus d'enfants en situation de handicap que les autres coins de la Réunion. Alors, et quand on a un ou deux... je vous coupe parce que Yannick précise son souci. Il dit pourquoi aucun professionnel ne se déplace lors de
signalement par les écoles et les parents, pourquoi aucune solution ne leur est offerte? C'est peut-être pas d'avoir quelqu'un en permanence, mais au moins de venir quand il y a un problème qui est signalé. Je crois que quand il dit professionnel, c'est professionnel dans l'ensemble de dispositifs. Nous, pour l'instant, au niveau éducation nationale, il y a quand même des enseignants, il y a quand même des inspecteurs, il y a quand même des conseils pédagogiques qui se déplacent. Ils vont à pied en hélico. Et puis, je pense que vu le nombre de gamins réduits en situation de handicap, je parle bien, qui sont passés par, entre guillemets, la case MDPH, je trouve beaucoup plus intéressant pour ces gamins de se retrouver avec d'autres gamins. Et là, il y a quand même l'internat sur Saint-Leu, sur Salazie aussi. Je veux dire qu'il y a quand même des choses qui sont, et c'est vrai qu'après, on peut reprocher le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Puis pareil, au niveau des enseignants, des fois, on tombe sur des enseignants qui restent, et puis d'autres qui sont un peu perdus. Mais je rappelle, il y a le mouvement. On ne peut pas obliger quelqu'un à prendre un poste s'il ne le veut pas. Alors, on a répondu à la question de Yannick au 06 92 608 335. On va répondre à celle de Karine de Saint-Denis au 02 62 99 2000. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde sur le plateau. Donc, je m'appelle Karine. J'ai un petit garçon qui est autiste. On vous entend très très mal, Karine. Je ne sais pas si vous êtes loin de votre téléphone, sur haut-parleur. Non, pas du tout sur haut-parleur. Écoutez, est-ce qu'on a le numéro de Karine? On peut peut-être essayer de rappeler Karine pour avoir une meilleure qualité de son. On va essayer de nous rappeler, ou on vous rappelle, Karine, pour qu'on échange dans de meilleures conditions. Finalement, quelles activités, Nathalie Fauché, il faut proposer aux élèves qui souffrent d'autisme pour qu'ils progressent? Je pense que, on l'a dit depuis le début de l'émission, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, donc on ne peut pas faire des activités, je veux dire, avec un groupe et intégrer l'enfant autiste. C'est fort possible qu'il n'adhère pas du tout à cette activité. Et il va vous le faire comprendre, soit en piquant sa colère, ou alors en vous pinçant, en vous mordant. C'est un mode de communication. Il peut y avoir de l'agressivité, ça c'est très difficile. Non, c'est pas de l'agressivité. Je pense que c'est son mode de communication. Je le corrige tout de suite parce qu'ils ne sont pas agressifs, les enfants autistes. C'est parce qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas parler comme vous et moi. Mais ils savent pas. Mais ils ne peuvent pas. Et donc, ils n'ont pas d'autre mode de communication. Et donc, ils vont passer par d'autres moyens. C'est à nous, justement, les professionnels. Je suis quand même éducatrice de formation, derrière ma casquette de présidente. Et on doit leur apprendre, justement, d'autres modes de communication, et on a aujourd'hui beaucoup d'outils pour permettre cela. Mais on ne peut pas dire qu'on va faire une activité, c'est pas à l'éducateur ni à l'enseignant de dire vous allez faire aujourd'hui pâte à modeler, ça ne marchera pas. C'est lui-même qui décidera de son activité, et je trouve que ce libre choix, c'est important. Et justement, Emmanuel Lorette-Stepler, vous qui êtes enseignant, est-ce que les profs sont assez formés pour faire face à ce genre de situation? À l'instant T, non, clairement non. Ça, on en a déjà parlé. Il y a des profs volontaires. Ils sont pas assez formés. Il faut continuer les formations. Donc là, je pense que c'est crucial. Mais ça doit être sur la démarche du volontariat, ou il faut obliger tous les profs à se former? Non, alors ça peut déjà dans le cursus au démarrage, il peut y avoir un petit volet. On ne demande pas aux enseignants d'être des spécialistes de l'autiste, mais déjà avoir une petite approche. Ce qui n'existe pas aujourd'hui dans la formation? Non, il y a très peu. Je veux dire, si je la connais pas par cœur la formation, mais il y a quasiment rien. On va dire que c'est inexistant. Mais dans votre formation d'enseignant, non, dans la mienne, non. Voilà, clairement non. Mais c'est vrai que je suis dans le secondaire, mais même au niveau des au niveau du primaire, il y a rien. Il faut absolument l'intégrer dans la formation, et il faut dès le plus jeune âge, je veux dire que ça devienne quelque chose de naturel, que les enfants autistes viennent dans les écoles. Il faut donner le goût aussi. On voit des enseignantes qui sont motivées mais qui savent pas faire. Mais dès lors que l'échange se fait entre les parents, entre les associations de parents qui viennent aider dans un premier temps, ça permet de mettre le pied à l'étrier de certaines personnes, et elles peuvent trouver goût. Elles sont rassurées. Certains profs n'ont pas envie parce qu'ils ont peur. Et ils sont demandeurs. On a des retours d'enseignants qui voudraient être formés pour comprendre un petit peu plus ce qui leur attend. Faut anticiper aussi les rentrées. Souvent, les enseignants, ça c'est comme ça, ils découvrent le jour de la rentrée qu'ils ont un enfant autiste, par exemple. On peut très bien en amont, à la rentrée, avant les vacances de juillet, donc dès le mois de juin, faire des rencontres. C'est ce qu'on a fait dans notre école. L'enseignante, elle sait, elle va accueillir cet enfant. Voilà sa spécificité. Voilà comment ça va fonctionner. Et tout de suite, ça rassure l'enseignant. Des outils vont être donnés. Elle n'est pas livrée elle-même, l'enseignante. Je dis l'enseignante parce que du coup, pour mon fils, c'est une femme. Voilà, c'est le genre de petites choses qu'on peut mettre en place déjà. On va retourner au standard puisque Karine est là, en espérant que le son soit meilleur cette fois. Bonjour, rebonjour. Oui, rebonjour, est-ce qu'on m'entend mieux? Oui, on vous entend mieux, Karine. Oui, alors je disais bonjour à tout le monde, et j'avais une question pour Monsieur Astourne.
parce qu'en fait, j'ai mon petit qui a son AESH, qui a un contrat qui va se terminer en décembre. Donc AESH, je rappelle, accompagnant d'élèves en situation de handicap. Voilà. Et qui a eu la chance d'être formé grâce au nouvel écolier. Donc l'AESH est formé déjà. Et comme son contrat vient à terme en décembre, on voulait savoir quelle démarche faire en fait pour renouveler son contrat avec cette personne, vu que c'est déjà un enfant autiste qui justement est habitué avec cette personne et sachant que la ESH, elle aussi, elle aimerait continuer. Pourquoi à chaque fois changer tous les 2 ans, voilà. C'est une question qui revient très souvent, ça, Karine. Effectivement, le changement, c'est difficile pour les enfants qui, en gros, on dit c'est pas aux enfants de s'adapter, il faudrait que ce soit l'inverse. Maxime Astourne, sur cette question vraiment qui revient tout le temps. Bonjour madame. Oui, effectivement, c'est tout à fait légitime votre question et c'est à l'instar d'un certain nombre de parents. On a à peu près une 50aine de parents qui ont des enfants scolarisés avec la problématique d'autisme dans l'éducation nationale et accompagnés, c'est-à-dire ayant une notification d'accompagnement. Et on comprend, et c'est légitime, même le texte de 2014 dit qu'on peut, quand on a fait 2 ans d'accompagnement d'élèves en situation de handicap, postuler pour un poste pérenne. La difficulté qu'on a, c'est le nombre de supports budgétaires des contrats pérennes, c'est-à-dire des contrats de droit public. Et du coup, aujourd'hui, le fait de ne pas avoir suffisamment, et ça, c'est les moyens que le rectorat se voit attribuer, on a plus de moyens de contrats aidés que de contrats de droit public, du coup, tous les 2 ans, les contrats doivent s'arrêter parce que c'est des contrats bornés, parce que c'est des contrats de droit privé, et on est obligé de reprendre quelqu'un d'autre. Alors, notre obligation, c'est attribuer un moyen suite à une notification. Après, le statut du contrat, pour l'instant, c'est beaucoup de contrats aidés, et on le déplore, mais à l'instar de toutes les académies de France et de Navarre, c'est pareil, on a majoritairement des contrats aidés qui accompagnent des enfants en situation de handicap. Et par contre, au niveau du rectorat, au niveau de l'académie, à chaque fois que c'est possible, à chaque fois qu'on a un contrat pérenne disponible, parce que l'enfant est parti en établissement, parce que l'enfant a quitté le département, on attribue ce moyen à un enfant autiste. D'accord, mais alors, est-ce que du côté des associations, et je remercie Karine pour sa question qui est vraiment très importante, Nathalie Fauché, est-ce que vous ne considérez pas que c'est un manque de considération justement de la part des autorités, du rectorat ou autres, qui attribuent, qui manquent de moyens justement pour que les personnes qui accompagnent ces enfants autistes soient toujours les mêmes et que ça ne change pas tous les 6 mois? Moi, je pense que c'est J'ai beaucoup de familles qui m'interpellent à Autisme Réunion par rapport à cela, parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut changer tous les 2 ans. Alors moi, je suis assez furieuse quand j'entends parler de ça, puisque ça fait très longtemps que j'entends parler des accompagnants, etc. J'ai l'impression qu'on les forme. Même moi, j'en ai formé, enfin mon équipe à Autisme Réunion, on en a formé. Et j'ai l'impression que, enfin c'est pas l'impression, c'est qu'une fois que c'est terminé, on les jette comme un Kleenex. Moi, ça me dérange beaucoup. C'est des personnes des fois motivées, des personnes qui ont vraiment compris le travail, l'accompagnement qu'il faut faire auprès de l'enfant autiste. Et comme le texte de loi est mal fait, donc à la rigueur, c'est comme si on jetait une bonne personne dans la poubelle. Voilà. Et ça m'a toujours dérangé. J'ai toujours bataillé en tant que présidente d'association pour essayer de comprendre pourquoi on ne pérennise pas ces postes-là. Et une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que c'est légitime ce que demandent les parents, et je suis d'accord avec Monsieur Astourne. Les enfants autistes, eux, ils s'accoutument donc à quelqu'un, et quand on change trop souvent donc de personnes, ils sont complètement déstabilisés, ils sont angoissés. Pourquoi pas, et je crois que c'était une question que j'avais posée à Monsieur Astourne un jour, je dis pourquoi pas faire le cycle primaire, le cycle maternel jusqu'à CP avec la même AVS, tout en sachant que j'ai eu ma réponse. C'est vraiment pas possible tant que ce profil de poste n'est pas pérenne, on ne pourra pas le faire. Et pour les enfants autistes, c'est important de le faire avec une même AVSI sur un cycle. Et après, on anticipe pour pouvoir, après le cycle secondaire, les CE1, les CE2, pouvoir passer à autre chose. Là, on a l'impression qu'on a un stock d'accompagnants et puis on les jette. Et des fois, il y a de très bonnes personnes là-dedans. Donc, c'est une question qui me met un petit peu en rage. Et pour en comprendre l'importance, Emmanuel Lorenz-Stepler, il faut dire que c'est quand même beaucoup plus efficace que l'enfant reste dans son milieu ordinaire. Mais c'est évident. Là, c'est une évidence, tout à fait, oui. Et effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Nathalie Fauché.
une fois qu'on a formé la personne, l'enfant s'est habitué. Je veux dire, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut quelque chose d'efficace ou est-ce qu'on veut simplement de la poudre aux yeux, dire bah voilà, on va vous mettre quelqu'un et pour faire croire que. Moi, je suis pour l'efficacité et là, pour l'instant, effectivement, si la VS n'est pas pérenne, enfin la ESH n'est pas pérenne, c'est pas efficace. On a Patrick de Saint-Pierre au 06 92 608 335, ce sera sans doute le dernier texto, qui dit « Les AESH font un travail difficile mais souvent sous-payé. Lors des réunions, M. Astourne n'hésite pas à dire que les AESH plombent le budget de l'éducation nationale. Quand est-ce que vous allez vous mettre à encourager les AESH ?» Voilà ce qu'on vous demande, M. Astourne. Alors, est-ce que c'est vrai d'abord que... Non, mais moi je sais pas. Et j'aimerais bien qu'on me dise que j'ai dit dans une formation que ça plombe le budget de l'éducation nationale, d'autant plus que c'est les contribuables qui payent, et y compris nous, vous, ça plombe pas, parce que la ESH, je dis bien, et d'ailleurs, il faut savoir ce que disaient les deux présidents à l'instant, c'est qu'au niveau des contrats aidés ou autres, on a des personnes qui sont de compétences inimaginables, et qui sont pour la plupart, qui sont arrivés par hasard, entre guillemets, et qui donnent entière satisfaction. Et d'ailleurs, je rappelle à chaque fois que je les vois, parce qu'on les voit en formation pendant les vacances, ils se donnent vraiment à 100, 200, 300%. Par contre, sur la question du monsieur sur il plombe, non, il plombe pas. C'est un droit qui est, par contre, c'est vrai que nous on aimerait aussi, comme tout le monde, avoir des gens qui sont pérennes, parce que ça permettrait aussi d'avoir plus d'énergie sur le bien-être et la scolarisation des élèves, au lieu de passer notre temps à faire des entretiens de recrutement tous les 2 ans. Mais c'est pas nous qui faisons la loi, ni le recteur, on fait avec les moyens qu'on a. Et le côté pérenne, et pour vous dire qu'on a quand même 500 personnes qui sont dans des contrats pérennes. Et ces 500 personnes, on aimerait à des moments pouvoir les déplacer sur la problématique de l'autisme. Mais encore faut-il que les parents qui ont des enfants qui sont accompagnés par ce personnel pérenne acceptent. Parce que des fois, on a quand même des gens qui ont un master et qui sont là pour accompagner un gamin en fauteuil roulant. C'est pas péjoratif, mais nous, on aimerait peut-être utiliser, dans le bon sens du terme, ce personnel et du coup, on aurait pérennisé et faire une continuité de ce service. Mais tout ce que les parents nous écrivent, nous, on est à 100% dans ce qu'ils écrivent. Tout le monde est à cette cohérence, mais après, on fait avec ce qu'on a. Mais j'ai jamais dit, j'aimerais bien qu'on me prouve que j'ai dit que ça plombe. Je pense que si ça plombe, tout le monde plombe le budget dans tous les sens et dans tous les institutions. La scolarisation des enfants autistes, on voit que c'est un débat qui passionne. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés nombreux pour participer à cette émission, et puis les textos également au 06 92 608 335. Nathalie Fauché de l'association Autisme Réunion, Emmanuel Lorette-Stepler de l'association Le Nouvel Écolier, et donc Maxime Astourne, représentant du rectorat sur cette question, était avec nous. C'est dans l'actu demain, la grogne contre la réforme du Code du travail. Vous savez qu'après-demain, il y a cet appel national qui sera relayé évidemment à La Réunion pour descendre dans la rue, se mobiliser, l'appel à la grève contre le projet de loi El Khomri du nom de la ministre du Travail. On en parle donc demain sur Réunion Première entre 12h15 et 12h45.